Mandat présidentiel, Ali Bongo Ondimba sort du silence. Dans une lettre adressée au peuple gabonais, l'ancien chef d'État annonce son retrait définitif de la vie politique et appelle à la libération de son épouse Sylvia et de son fils Noureddine, emprisonnés depuis les événements d'août 2023. Il reconnaît les insuffisances de sa présidence et plaide pour une réconciliation nationale. Le fond de son message n'est pas sincère parce que j'ai l'impression que son mot, sinon son pardon, est de manière intéressée. S'il était sincère, il devait commencer déjà à demander à ce qu'on libère aussi des gens que lui-même il a mis en prison. Je serais tenté de vous dire que si nous répondons avec le cœur, ça risque d'être compliqué. Or, notre obédience chrétienne voudrait que nous pardonnions. Sauf que c'est compliqué. Le pardon, on accepte le pardon. Le Gabon, nous sommes unis. Et j'aimerais qu'on le pardonne et que nous repartons sur une nouvelle base. Les Nations Unies approuvent la prolongation de la période de transition. Après l'annonce du report des élections présidentielles, le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a déploré la situation dans le pays, qui n'a pas évolué et s'est même détériorée ces dernières années. Si les Nations Unies approuvent la prolongation de la période de transition, elles le font avec un réel regret et une grande déception. Il y a 2 ans, nous nous trouvions dans une situation identique à celle d'aujourd'hui et nous avons apporté notre soutien à la condition expresse qu'il n'y ait plus de prolongation. Aujourd'hui, il est malheureusement évident que le pays n'est pas prêt pour des élections dont nous pourrions espérer en toute confiance qu'elles soient crédibles et pacifiques, ce qui nous oblige à examiner cette proposition de prolongation. L'annonce a été faite au cours d'une réunion extraordinaire rassemblant les représentants du gouvernement, de la société civile et des Nations Unies. Ensemble, ils ont échangé sur la prolongation une nouvelle fois de la période de transition en cours dans le pays jusqu'en février 2027. Nous soutenons unanimement la décision de prolonger la période de transition en raison des circonstances qui prévalent dans le pays, à savoir les conditions socio-économiques difficiles, le manque de préparation adéquate par la commission électorale et la sécurité. Plus jeune nation du monde, le Soudan du Sud est empêtré dans une crise politique depuis plusieurs années qui impacte l'économie et le développement national. À cela s'ajoute une crise climatique qui plonge le pays dans l'incertitude. « 33 pêcheurs congolais tués sur le lac Kivu et 56 autres blessés en l'espace de 9 mois. À chaque fois, les attaques ont lieu alors qu'ils étaient en pleine activité de pêche nocturne. Les auteurs présumés de ces faits seraient des militaires soupçonnés d'appartenir à la force navale rwandaise. Face au risque, les associations de pêcheurs du lac Kivu ont demandé la protection des autorités provinciales. Si Salomon a réussi à échapper aux assaillants à 4 reprises, ses filets de pêche ainsi que sa pirogue ont été emportés, l'empêchant de poursuivre son activité. Ils arrivent parfois à 9 dans une pirogue et commencent à nous jeter des pierres. Nous nous jetons à l'eau et c'est à ce moment-là qu'ils ramassent nos affaires et repartent avec. Si tu ne te jettes pas à l'eau, ils te tuent et emportent tout. Principale source de subsistance pour de nombreuses familles, le lac Kivu regorge de différentes espèces de poissons, constituant l'un des principaux aliments vendus et consommés sur le marché. Jackson Kalimba, député provincial qui a également enquêté sur les cas de tuerie de pêcheurs sur le lac Kivu, promet d'utiliser son pouvoir parlementaire pour interpeller toutes les autorités à Kinshasa et les inciter à prendre leurs responsabilités afin de mettre fin à cette situation. Et ainsi, 56 pêcheurs ont été gravement blessés. Cela nous a tellement interpellés en tant qu'élus du peuple de pouvoir appeler aux autorités provinciales et nationales à pouvoir renforcer la sécurité sur le lac Kivu pour que les pêcheurs... Lors d'un meeting populaire, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a annoncé l'installation prochaine de caméras de surveillance sur le lac Kivu, tandis que l'enquête pour déterminer l'identité des malfaiteurs se poursuit.
La situation sécuritaire chaotique dans l'est de la RDC a conduit il y a quelques mois à la formation de groupes d'autodéfense appelés Wazalendo, patriotes en Swahili. Aux côtés des FARDC, ces groupes combattent le M23 soutenu par le Rwanda. Patrouillant tout près d'une position du M23 dans la ville de Sake, ce militant se dit prêt à défendre sa patrie. Je suis un combattant, j'ai pris les armes en raison de la situation sécuritaire dans mon pays. Nous combattons l'ennemi qui est étranger à notre terre, qui n'est pas congolais et qui s'en prend au Congo. Nous ne permettrons pas au M23 de prendre notre pays. Dans ce vaste champ de bataille, la MONUSCO est également présente. Après 25 ans de présence souvent jugée inefficace, les casques bleus ont été autorisés en août par le Conseil de sécurité à fournir un soutien logistique aux forces de la SADC. Notre stratégie est directement influencée par le niveau de violence généré par les groupes belligérants. Elle est entièrement déterminée par la gravité de la menace posée par ces groupes illégaux et par la nécessité de protéger les civils. De nombreux civils ont fui la ville de Sake, considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Les rebelles du M23 sont postés à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale de la province du Nord Kivu. Je vois l'ennemi sur l'autre colline. Ici chez moi, il y a les Wazalendo, l'un des groupes armés qui combattent les rebelles du M23 ainsi que les FARDC. Je ne sais pas si je devrais rester chez moi alors que l'ennemi est si proche. Les affrontements récurrents, les massacres de civils, les déplacements massifs font partie du quotidien de la population du Nord Kivu. À cela s'ajoutent les dérives de certains Wazalendo régulièrement accusés d'incivisme, de torture et d'agression. En Sierra Leone, le quartier de Shelny Road à Freetown est toujours sous le choc, profondément marqué par l'effondrement d'un immeuble de 7 étages lundi qui a causé la mort de 15 personnes et fait 7 blessés. Soukainatu Bangoura attend désespérément des nouvelles de ses proches. Ils ont dit que ma belle-mère, 2 de mes demi-frères, 2 enfants de ma sœur et l'enfant de la sœur de mon beau-père n'ont pas encore été retrouvés. Cela fait 3 jours depuis l'accident et nous n'avons même pas vu leur corps. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants, les habitants de Shelny Road se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans toit, sans nourriture et sans eau. Voici la catastrophe survenue ici à Shelny Road. Après des jours de recherche, les gens espèrent toujours retrouver certains de leurs proches disparus. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, il faut davantage de machines pour accélérer le processus de recherche. Cet effondrement n'est pas un cas isolé. En août, 2 bâtiments se sont effondrés à Freetown. Selon cet expert, la qualité du matériel de construction et l'absence de permis sont à l'origine de ces tragédies répétées. Si les mesures adéquates ne sont pas prises pour garantir que les personnes impliquées dans la construction d'un bâtiment disposent de licences ou d'expertise nécessaires, cela pose un problème. Encore une fois, il s'agit d'une responsabilité partagée. Le gouvernement, les ministères et les institutions doivent tous jouer leur rôle. Le ministère sierra-léonais des Travaux publics et des biens publics a mis en place de nouvelles mesures pour éviter de telles situations. Nous avons mis en place des programmes pour acquérir des équipements et recruter du personnel dans tous les domaines. Nous avons intégré des architectes, des ingénieurs civils, structurels, géotechniques, des mécaniciens et des électriciens. Ainsi, nous serons en mesure de réaliser un diagnostic complet des projets de construction pendant et après leur réalisation afin de certifier qu'ils sont aptes à l'emploi. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, 2024 est l'année la plus meurtrière en termes de victimes d'effondrement en Sierra Leone. Dans cette ferme du New Hampshire aux États-Unis, ces agriculteurs s'activent. En pleine saison des récoltes, ils doivent cueillir les fruits et légumes pour ensuite les vendre sur les marchés locaux. Aujourd'hui, nous récoltons des carottes, des pommes de terre, des épinards, du chou frisé, du chou vert, des brocolis et des courges. Ces agriculteurs, venus du Burundi, du Rwanda, de la Somalie et de la République démocratique du Congo, ont un profil similaire. Il s'agit de réfugiés ayant fui la guerre et les persécutions. Ils sont désormais accompagnés grâce à un programme spécial lancé par une organisation de soutien aux réfugiés. Ce sont des agriculteurs indépendants qui travaillent en partenariat avec notre organisation.
Cela leur permet d'avoir un nouvel objectif, de s'intégrer dans la communauté et de vivre le rêve américain. La plupart de ces agriculteurs exerçaient déjà cette activité dans leur pays d'origine avant de s'installer aux États-Unis. D'autres avaient une petite expérience dans le domaine de l'agriculture. Cette aventure leur permet d'avoir un revenu plutôt stable et d'être autonome. Maintenant, je peux cultiver suffisamment pour vendre et en tirer un bon profit. Mais je dois encore travailler sur le marketing et ce n'est pas facile. Comme vous pouvez le constater, la concurrence est très rude. Voyez le nombre d'agriculteurs qui essaient de vendre leur production. J'aime bien, j'aime les États-Unis, j'ai mon propre travail et je suis très heureuse. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu amaan mbégte lool di ak yéen ci xibaaru météo yi ci njeexitalu semaine bi li ñuy gën a fës ci xibaaru météo yi mooy jant boo xam ni fenk na bu baax surtout ci penku réew mi bët saalum réew mi tamit